C'est Pereira Prochaska. Moi, c'est Yeri contre l'autre. Ouais. Je pense qu'il y aura Moi, j'ai eu de la chance de le rencontrer cet été là, au Bang Tao. À un moment, j'ai eu de la chance, je pense, j'ai réussi à le toucher. J'ai vu sa tête qui a changé. Et en fait, tu veux, il était debout comme ça et il a commencé à se baisser comme ça. Je me suis dit, mais il se fout de ma gueule ou quoi? Et je me suis dit, vas-y, je vais lui rentrer dedans, tu vois. Et là, d'un coup, j'arrive là, il fait BAM! Il m'envoie un front kick plein thorax. Ah ouais, je me suis dit, ah ouais. Ah man, lui, il crève là. Il s'en bat les couilles, mon pote. Hein. Il se fait harakiri au calme. Moi, j'ai une question avec toi. T'as crié au bord de la rivière avec lui? Hein? Ça, c'est marrant. Ça, c'est marrant. Au bord de la rivière. Du coup, à défaut d'avoir un super nom d'émission, on a des super invités, c'est ce qui change. Il y a plein de podcasts avec des super noms, mais il n'y a pas d'invités. Là, on en a trop, comme vous le voyez. On a tout Paris, tout l'US Métro qui est avec nous. Salut les gars. Salut. Du coup, dans un premier temps, on va vous laisser nous trouver un nom pour ce rendez-vous. On va essayer de le faire le plus possible, revenir toutes les semaines si c'est possible, s'ils sont dispo. Et on va être là pour parler de MMA et de sport de combat. Je suis avec mon gars Clément et avec une armée de tueurs à gages. Mais ils sont gentils, promis, promis. Je sais pas si c'est tous des tueurs à gages. Mais... Ok, bah déjà présentez-vous. Je peux déjà dire, j'ai Michael Marissardi à côté de moi. Et je vais te laisser, tu sais quoi, présenter le mec à ta droite. Non. Mais non. Mais non. Laisse-moi me présenter tout seul. On va se faire strike. Oui, le racisme. Ça fait même pas une minute que ça commence, il nous fait des blagues racistes. Mais il a juste dit ton nom, frérot. C'est pas mon nom. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Dans les commentaires. Nassim, combattant hexagone, futur champion. Inch'Allah. C'est tout voilà. C'est nul, frère. Non, tu combats en janvier de nouveau? Ouais. J'ai pas le droit de dire. On a pas le droit de l'annoncer encore. Ok, il combat pas en janvier, Bon, mais il a l'hexagone. On va cutter. Pas la peine. Du coup, la ceinture, c'est pour quand? Pour moi, c'est novembre 2024. Novembre 2024, t'as décidé, t'as déjà fait le planning? Ouais, j'ai décidé, tu vois, j'ai déjà posé mes jours et tout. Ok, ça va. Non, mais pour préciser, tu travailles encore à côté des sports de combat? Tu fais quoi dans la vie? Bon, moi je sais, mais eux, ils savent pas. Je suis infirmier. C'est vrai? Ouais. Quel homme! Quel homme! Merci! Merci. On applaudit, les gars. En fait, t'es déjà champion, mec! Je suis un peu un champion de la vie, tu sais. Du coup, à côté de toi, présente-toi. Hugo Guillon, combattant à Arès, bientôt champion aussi. Tu combats bientôt de nouveau? On combat le 15 décembre à Res 18. Ok. Voilà. Hypé? Hypé à mort, on s'entraîne à fond. Donc, Il y a eu une grosse pause entre les deux dernières Arès. C'était pas trop compliqué à gérer ou t'étais déjà prévu sur la carte de... Moi, je pensais combattre en octobre, du coup. C'était repoussé novembre et en fait, il y a un événement en novembre, un événement en décembre. Donc là, je combats sur 8 décembre, donc c'est nickel. Content de ton adversaire? T'as ce que tu voulais? Non, de base, je voulais un autre adversaire. Je l'ai un petit peu cherché sur les réseaux sociaux. Bon, ça n'a pas trop fonctionné, malheureusement. Mais voilà, on a un bon adversaire là aussi, ça va être cool. On sait qui c'est, je pense qu'il aime bien la chaîne. C'était Ilian Boafia, c'est ça? C'est ça, ouais, Ilian Boafia. Bah, peut-être que ça se fera. Bon, on espère, on verra que ce soit lui ou un autre. De toute façon, tant qu'on combat, c'est essentiel. C'est la même chose pour toi. À ta droite? Axel Alfandari, donc numéro 1 welterweight en amateur. Je connais passe pro en janvier 2024 au COF. Ce qui paraît, mais des KO. Ceinture noire de jiu-jitsu brésilien? Alors non. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que moi je vais pas au sol, voilà. Je vais le redire encore une fois devant la caméra. Quand est-ce que les gens vont au sol avec moi, Nas? Quand ils sont KO. Voilà, c'est tout. Ça, c'est une belle citation. On a oublié de dire, invaincu au Glory. Invaincu au Glory, c'est vrai. Hein. C'est vrai qu'il... Oh là là, Même Doumbé l'a pas fait. j'ai tellement de casquettes. Ouais, invaincu au Glory, facile quoi. Qui peut se vanter d'une telle stat en France? Absolument personne. Retenez bien. Voilà. Non, maintenant on va parler d'une autre pépite qui s'appelle Hugo Vidal. Voilà. Donc à la sueur de son front, il a beaucoup de blessures. Il travaille beaucoup parce qu'il travaille beaucoup. Donc on va le présenter plus en détail. Numéro 1 français au classement FMMAF, si je me trompe pas, en 66 kilos. C'est exact, voilà. Donc de nombreuses victoires, hein, notamment beaucoup de soumissions, 9 soumissions il me semble. C'est ça?
Ouais, Mon topologie par cœur. j'ai tout regardé avant de venir exprès. Il a révisé le dossier, là. Voilà, donc beaucoup de soumissions, il finit ses combats et donc il a gagné notamment une victoire qu'on peut citer, que tout le monde connaît, Paul Dena, je l'embrasse s'il regarde ça, mais du coup voilà. Donc c'est lui, voilà, faudra clipper, on mettra sur TikTok et tout. Et donc voilà, c'est lui et il prépare du coup les IMAF dans 2 semaines il me semble. C'est ça, Du coup il part avec l'équipe de France aux IMAF en Albanie. exactement. Et voilà, et il va tout casser en 66. Avec pas mal de partenaires d'entraînement, non? Ouais, c'est ça, on est 4 de l'US Métro à partir. Donc il y a Walibana en moins de 84, il y a Paul Dena et moi-même en 66, et il y a Swill aussi à Reski en moins de 61. Belle équipe, belle brochette. C'est l'équipe de l'US Métro qui part Wally aux qui est IMAF. récemment champion du PEF aussi en amateur. Exactement. Champion de France de MMA, de Muay Thai et champion du PEF. Et du coup, il faut que tu présentes Marie Sardi maintenant, toi. Mickaël Marie Sardi. Alias le cogneur. La brute. Non, la brute, non, en vrai, la brute combattant en professionnel à Arès, qui est connu pour être un adversaire dur au mal. Tu aimes la violence? Un bon bagarreur. Je pense qu'on aime tous la violence ici. Non, mais toi particulièrement. Ouais, moi j'aime bien. Ouais. Explique-nous ton rapport à la violence. Il est sain. Mon rapport à la violence est sain. En fait, Mika, on t'a pas dit, mais c'était pas un podcast, C'était une intervention. c'était une séance, c'était chez le psy, tu vois. Et en fait, c'est nous tous qui allons t'écouter. Alors dis-nous tout. Bah écoute, non, j'aime bien me taper, ouais. J'aime bien me taper. C'était une blague de base. T'es pas obligé. Non, mais pour partir sur quelque chose, vous avez un point commun, c'est que vous entraînez tous à l'US Métro. Et il y a peut-être pas mal de gens qui connaissent peu ce club parce qu'il est nouveau, enfin il est récent. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur comment ça se passe là-bas, l'état d'esprit? On voit qu'il y a des combattants de tous les niveaux aussi, t'es professionnel déjà. Hugo, t'es amateur, vous entraînez tous ensemble. Est-ce qu'il y a aussi cette synergie là-bas ou c'est clivé entre vous entraînez amateur entre amateurs où il y a beaucoup d'échanges entre les pros, les amateurs, les débutants, tout ça, tout ça? Non, je pense qu'il y a beaucoup d'échanges. Il n'y a vraiment pas de clivage côté professionnel et côté amateur. Justement, eux, ils sont là pour nous aider à, entre guillemets, nous professionnaliser dans le sport. Et du coup, c'est grâce à eux qu'on progresse. Il y a aussi une super infrastructure qu'ont mis en place Audrey, Diego et Johnny. J'ai failli faire une blague de merde, désolé. Tu peux la faire, fais-la s'il te plaît. J'allais dire, et de l'autre côté, vous leur donnez de la chair fraîche, tu vois, c'est ça qu'on vous a. Ça peut être le cas à certains moments, mais Aussi, des fait fois, il y, défendre, a des petits cas voilà, où c'est les amateurs qui donnent des conseils aux professionnels, par exemple. Enfin, je citerai pas d'exemple parce qu'il est à côté de moi. Là. À moi? Parce qu'à ce mec, je lui apprends. Eh, ça peut finir je dans lui le ring, apprends le. derrière. Ça, c'est Donnez-moi pour la une paire partie de 2. gants. C'est pour la partie On 2. verra s'il va pas aller au sol. Ok, défi relevé, mec. Là, on va créer une chaîne YouTube tous les deux. On va faire ça, on va se taper. Je redonne le micro à Hugo. non, en vrai de vrai, comme je disais, voilà, ils ont fait une super infrastructure. Il y a de très bonnes personnes aussi qui ont organisé ça. Comme je disais, Audrey qui est la présidente de l'US Métro. Il y a Diego qui est le directeur sportif et qui est responsable de la partie BISO, donc sport de combat. Et Johnny forcément qui encadre entre guillemets la partie MMA. Après, il y a des intervenants et des coachs sur chaque discipline. Et nous, on se régale. Franchement, on est un bon petit vivier. On doit être une 60-70 combattants, je pense, le matin à la section pro. Et ben voilà, il y a les cours qui sont faits, et après on a des tatamis libres où chacun apprend une technique. Il y a un striker qui va prendre une combinaison, un grappleur, un lutteur qui va prendre un truc. Donc chacun s'entraide et c'est comme ça qu'on se tire tous vers le haut. Il n'y a jamais d'embrouille, toujours une bonne ambiance. Et c'est ça qui fait que je pense que ça va être le club référent en France et en Europe parce qu'il y a beaucoup de belles choses qui vont arriver. Et en plus de ça, récemment, avec la signature de Morgan à l'UFC, plus le transfert de club de Taylor, vous avez aussi 2 combattants au plus haut niveau, qui sont à l'UFC. Ça change quelque chose au niveau de comment le club est perçu et l'intensité aussi des entraînements. Est-ce qu'il y a plein de nouveaux aussi licenciés qui viennent parce que justement il y a ces noms qui sont là? Ça change quelque chose ou pas? C'était quoi votre ressenti là-dessus? Je sais pas, de l'intérieur. On est déjà peut-être un 3e ou une 3e, si on peut dire. Il y a Nora qui a rejoint. Ah ouais, elle est définitivement avec vous maintenant? Johnny nous l'a annoncé comme ça, donc déjà il y a 3 personnes de l'UFC. Et après, au-delà de l'UFC en soi, c'est vraiment un gros vivier de combattants professionnels, que ce soit à l'Ares, à l'Hexagone, au Bellator. Je pense que c'est pas que l'UFC sur on doit se miser, et c'est ce qu'ils disent entre guillemets les encadrants, Johnny, Diego, c'est que les amateurs doivent avoir
être autant pris en charge que les professionnels et c'est ce qui fait que justement personne prend la grosse tête et que tout le monde garde un bon état d'esprit entre nous tous, quoi. Il y a une meilleure visibilité. Mais par exemple, Morgan, on s'entraînait déjà ensemble à l'US Métro avant qu'il signe à l'UFC. Mais derrière, c'est vrai que ça apporte forcément une visibilité en plus. Tu le vois chez les loisirs le soir, il y a beaucoup de loisirs aussi. Il y a un groupe qui est énorme. Toi, tu as pu voir Clément comment c'était. Donc je pense que ça a apporté de la visibilité là-dessus. Mais derrière, en gros, on est entre guillemets l'équipe qui monte à Paris. La grosse équipe qui s'est formée avec pas mal de noms et forcément ça attire et ça donne un peu de la visibilité dans le monde du MMA, que ce soit chez les gens qui veulent faire ça en loisir, qui veulent débuter ou chez les professionnels, ceux qui veulent s'entraîner avec des gars qui ont du niveau. Oui, parce qu'il y a même par exemple des combattants belges qui viennent par exemple dans la salle à l'US Métro. Alors eux, ils vont rester chez eux, je te le dis. Non, moi les Belges, je les aime bien en vrai, c'est juste un quoi. Je l'aime en vrai. Non mais en vrai, en plus, je suis sûr que je pourrais bien l'aimer, tu vois, mais il va falloir qu'on se tape un jour ou l'autre, donc bon. Tu peux Voilà, le citer? Patrick Bibora, pardon, numéro 2 Europe du coup derrière moi, je le précise. mais, mais du coup voilà de qui on parle, on met le mot, le nom dessus quoi. Mais non, voilà, il va falloir un jour ou l'autre. Là du coup on va être pro début tous les deux, donc ça va être compliqué, mais un jour ou l'autre. Et je pense que ça va être intéressant de suivre ça plus tard. Okay. T'as un combat de prévu toi Axel? Ben là du coup prochain combat normalement, si on me trouve un mec qui veut bien ramasser, ça va être le 11 janvier à Marseille du coup au COF. Et du coup voilà, là on attend encore le combattant pour signer tout ça, mais normalement c'est ce qui est dans les tuyaux pour l'instant. Donc je devrais faire mes pro débuts incessamment sous peu. Ouais. J'allais dire début pro, la question paraît bête, t'écoutant parler, mais une pression particulière. Ah, une pression. Non, bah en vrai non, pas de pression, même mes anciens combats, tout ça, parce que moi c'est un peu comme Michael, Marie Sardi, là, ici, je le remontre. Non, pas de pression, parce que je pense qu'ici on aime tellement ça, tout ça, que du coup je gère la pression assez facilement en me disant que pourquoi stresser pour faire un truc que j'aime. Du coup j'y monte et c'est le moment où je kiffe vraiment le plus. Du coup t'aimes le sol? Parce qu'en MMA, il y a du Non, sol. oui, ça va. Enfin, j'aime pas. Non, en fait, c'est. Ça va, il a pas un niveau dégueulasse. Voilà, c'est pas dégueu, mais vu que c'est là où je me sens le moins à l'aise, automatiquement, c'est le truc que j'apprécie le moins. Mais j'aime le taffer, parce que je sais que j'ai une grosse marge de progression par rapport à ça. Du coup, je kiffe bien, notamment avec Nas qui me casse la gueule, ça je peux le dire, au sol et en lutte. Mais du coup, ça me fait progresser, et plus je vais progresser, plus personne me mettra le cul par terre, et là, ça sera un peu plus embêtant pour eux. Mais du coup, ouais, après j'aime bien, sinon je ferais pas du MMA, je ferais du K1. Mais du coup, c'est. Ouais, déjà un vaincu. Oui, voilà, on y revient. T'as déjà fait ta carrière en K1. J'ai tout prouvé. J'ai tout prouvé. Déposer les gants après cette longue carrière. J'ai fait un beau discours en plus. Non, mais du coup, voilà, ça va être cool. Pas de pression. Et juste, il me tarde, comme tous les combats, d'y être. Et de le finir pour qu'il y en ait encore un autre. Parce que du coup, c'est vraiment ça ma vie, quoi. C'est le truc que je kiffe le plus. Du coup, juste combattre et manger, oui, aussi. Parce que je suis un peu gros là, c'est vrai. Mais du coup, voilà, me battre et manger. Ouais, ça, c'est bien résumé. J'ai une question à vous poser à tous. Est-ce que le combat de boxe de la semaine dernière, c'était un combat de haut niveau pour vous? Entre Francis Ngannou et Tyson Fury, ça a beaucoup fait parler. Moi, je suis assez dubitatif sur ces cross-plateformes entre la boxe et le MMA. Je suis pas ultra fan, mais est-ce que c'était un spectacle qui était à la hauteur des espérances sportivement? C'est surtout sportivement que je voulais vous demander. Moi, j'ai apprécié parce qu'il s'est pas fait rouler dessus. Ok. Mais techniquement? Bah, c'est juste qu'on pensait pas à ça, on pensait pas que c'est ce qui allait arriver, mais je pense que techniquement il y avait du gros niveau quand même aussi, surtout de la part de Francis. Après Fury c'était pas son meilleur combat, ça s'est vu, mais Francis il a fait quand même une grosse performance. Je rejoins ce que disait l'autre Hugo justement, où je pense que Francis a fait une bonne performance, mais plus qu'en vrai Tyson a fait une contre-performance par rapport à ça. Ouais. Je pense que c'est plus ça que l'inverse. Il n'y a pas eu un moment donné, moi j'avais vraiment cru vers le 5-6e round que voilà, c'était fini. Je vois à un moment donné, il y a une dent en ligne qui est rentrée de Fury, je me suis dit à ce moment-là c'est le début de la fin. Et en fait c'est là où j'étais le plus surpris, c'est que même quand il a eu son petit moment, Fury, derrière il n'a pas capitalisé dessus. Il y avait un moment où tu voyais qu'il respectait je crois la puissance et il ne s'est plus passé grand chose sur la fin pour moi. Tu vois. Après. Et vous êtes fan en général des box versus MMA, de ces trucs-là? Non, pas en général, pas. En fait, quand tu vois ce qui a été fait, boxe versus MMA, tu penses à Logan Paul qui t'a pris
Tyron Woodley qui a pris. Nate Diaz. Frère, tu penses à Floyd au début, c'est pas un vrai combat de boxe, tu vois, c'est deux sports différents. Hein. Enfin, en soi, quand tu regardes. Vas-y. En soi, quand tu regardes vraiment tous les combats de boxe MMA qu'il y a eu, le plus qualitatif en termes de proposition technique, je pense que c'est Floyd contre McGregor. Parce que les Logan Paul et Diaz et tout ça, c'était catastrophique. Enfin, c'était pas agréable à regarder, du moins peut-être que c'était technique pour eux. Mais... Je pense que c'est agréable. Ben Askren qui s'est fait knock. Même Tyron Woodley. En fait, le problème, tu sais, c'est quoi? C'est que ça a ridiculisé le MMA. Mais c'est que le truc, c'est business maintenant. Là, en fait, pour nous, c'est pas agréable à regarder, mais pour les gens lambda, entre guillemets. Ouais, mais en soi, après, les gens lambda qui connaissent pas forcément. C'est du spectacle, c'est plus des sports de combat, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et c'est ce qui ok. rapporte, Mais derrière, ça ridiculise quand même pas mal les combattants de MMA sur le striking, tu vois. Bah, cette fois-ci, moins. Cette fois-ci, c'est plus la boxe qui a pris un coup, j'ai l'impression. Enfin, je sais. Parce que le gagnant du peuple, là, c'est un ganou large. Tu vois, tout le monde, du coup. Parce que même le scoring du MMA, c'est bien connu et tout. C'est bien. Oui. C'est bien établi tout ça. On sait le combat, qui le gagne, etc. Mais en boxe anglaise, je crois que c'est un peu plus. Je connais pas les scorings, mais je crois que c'est un peu plus galère. C'est un peu plus à l'interprétation du juge, tout ça. Du coup, c'est. Et j'ai quand même l'impression que la plupart en fait, des gens qui connaissent pas les sports de combat ont juste vu le knockdown. Les fans de base de MMA, on est habitués à voir les dégâts qui sont sanctionnés. Donc forcément, même sur le ressenti, nous, on voit Ngannou gagnant. Je pense qu'il y a vraiment les aficionados de boxe anglaise qui... Mais en fait, tout le monde a raison dans le soi. Ouais, en soi, si tu vois les mecs de l'anglaise par rapport au pointage et tout, ben oui, l'autre il a plus touché, même si c'est des petites giflettes. Donc, après, je pense que quand tu as une sensibilité MMA, tu peux pas t'empêcher de voir le coup de marteau qui descend après le knockdown. Tu vois, on sait que le combat est terminé. C'est pour ça que nous, on peut pas forcément y apprécier les cross sports, quoi. Et toi? Parce que tu as fait de l'anglaise, du coup, tu as peut-être un autre avis là-dessus, tu vois? Bon, franchement, je rejoins à peu près l'avis d'Axel et d'Hugo. C'était, je sais pas, c'était surprenant, mais c'était un non-match, un peu de furie. Donc, mais content pour Francis. Okay. Content pour Francis parce que il est méritant et en vrai, comme il dit, c'est le gagnant du peuple. Ok. J'avais une autre question, j'ai vu que c'est sorti il y a 2-3 jours que Cédric Doumbé avait call out Nate Diaz. Pour moi, honnêtement, vu le moment de la carrière de Nate Diaz, ce serait le même genre de combat de mettre un Ben Askren en boxe anglaise ou un Nate Diaz aujourd'hui contre un Doumbé. C'est le même genre de truc farfelu qui pour moi a pas trop de sens sportivement. J'ai pas envie de voir ce fight perso, je sais pas vous. Diaz il est trop vieux maintenant, mais moi j'ai pas envie de voir ça parce que Diaz le pauvre. Hein ouais. Surtout que toi en plus tu t'y connais, champion du Glory, tu peux... Ouais, je peux en parler quoi. J'ai vraiment des capacités exceptionnelles en pied-point, donc Cédric Doumbé, pareil quoi. Enfin même niveau, tu vois, pas plus, pas moins. Mais, Hier, ils sont chauffés avec Baki hier soir. Ouais, là ça recommence. Ça recommence, j'aimerais bien voir ça, putain. En vrai, comme il a dit, moi j'aimerais bien que soit on en parle tous s'ils le font, soit s'ils le font pas, arrêtez, ne pas en parler. Ouais. Et est-ce que je peux vous demander des pronostics pour ça? Si ça se fait, je peux vous demander des pronostics? Pour Baki Doumbé? Ouais. Elle est compliquée celle-là, tu vois. Ah ouais? Bien plus Cédric par rapport à Zebo. Ah ouais? Ouais. Cédric contre Zebo, j'avais pas de doute. Parce que Zebo, il a pas une lutte de contrôle. C'est juste c'est juste entre guillemets. C'est beaucoup, mais c'est des grands takedowns. Et on voit qu'il perd les positions facilement des fois sur des scrambles. Alors que Baki, il a vraiment pas perdu une minute de chaque round qu'il a fait effectuer parce qu'il a un très gros bagage, pas au sol JJB, mais en termes de lutte contrôle. Moi, je vois Doumbé. Ouais. Pour moi, c'est Doumbé qui est. C'est compliqué à pronostiquer. Ça pourrait aller d'un côté comme de l'autre, ça me choquerait pas en fait. Toi, tu sais Ça- pas, tu ça prononces pas. Ça dépendrait de la manière dont se déroule le combat. Si c'est un combat qui se déroule debout en striking pur, je vois Doumbé à la décision ou par KO. Si ça se contrôle au sol, je vois peut-être à l'usure et à la fatigue un Baki par TKO ou à la décision, mais je vois pas de soumission ou pas de... Bah, pour moi, s'il a la vraie défense de lutte qu'on lui prête, de ce qu'on entend ces derniers mois, donc les gens qui tournent avec lui nous expliquent que ça devient un super lutteur, etc. On l'a pas encore vu cette lutte dans la cage, mais si elle est au niveau de ce qu'on lui prête, pour moi, ouais, il a un avantage, mais sinon, je vois quand même un Baki qui serait plus prudent qu'un Jordan sur l'entrée de combat et qui pourrait justement... Après, moi j'ai des bons échos de Doumbé au sol, hein, sur des mecs qui l'entraînent. Hein. Et moi, je pense que je mets Doumbé. Hein. Moi, je mets Doumbé, ouais. Je mets des sous sur... Moi je sais pas, je passe mon tour. Ah ouais? Ah ouais, tu fais... En fait c'est compliqué dans les deux sens. 3x5. Dans les deux sens, ça peut aller Ça peut d'un être côté comme compliqué. de l'autre. Après, on a quelqu'un qui l'a déjà affronté qui pourrait nous expliquer son ressenti. Donc... En ayant affronté Baki, tu vois Doumbé. Moi, pour moi, ouais, c'est Doumbé. Toi t'as déjà tourné avec Doumbé aussi? Non, Non. jamais.
Non, non, jamais. Il y en a un ici qui a déjà tourné avec lui ou pas? Non, mais je veux pas trop après tout ce que j'ai dit du coup. Non, non, moi non. J'aimerais bien m'entraîner avec lui. Hein. Ok. Ah ouais, clairement. Ah ouais, moi aussi j'aimerais trop, gros. Ouais, de ce que j'ai compris, il met beaucoup de KO au sport. Ouais, ouais, et ce Ah qui ouais paraît, il est très dur. Il a des points. L'intensité en sparring, elle est où la limite? Vraiment? Ça dépend quel jour. Ça dépend dans quel moment tu es dans ta prépa, je pense que ça dépend de plein de choses. Même en vrai, ça dépend des écoles aussi, tu vois. Parce qu'en France, comme en Angleterre, on aime bien les sparring durs. Après, moi, tu vois, j'étais au Bang Tao au mois d'août dernier. C'est beaucoup plus light. Il y a 2 sparring par semaine, mais c'est light, c'est du technical sparring, tu vois. Il y a pour eux, c'est comme si toi, tu fais du foot, tu vois, tu vas faire des matchs tous les week-ends, tu vois. Bon, j'en sais rien, moi, j'aime pas le foot. Je sais mais pas bon. ce que c'est. Voilà, bref. Eh ben, non, mais en vrai, je pense que cette approche, elle est pas mal. Mais je pense qu'il faut aussi faire des tests match un peu appuyés de temps en temps. Parce que mine de rien, si t'arrives, t'as fait que du light sparring et que bah là, en plein fight, t'arrives, le mec en face, il veut t'arracher ta tête. Hein. Lui, il va pas chercher à comprendre, je pense. Hein. Et il se passe quoi s'il y a un mec qui vient, genre là, vous entraînez à l'US Métro, il est nouveau, c'est un professionnel d'un autre pays, peu importe, et il appuie beaucoup trop dur les sparring, s'il y a quelqu'un qui... Ah, je le tabasse. Ah non, ouais, ouais. Enfin, moi, parce que du coup, mon école à moi où j'étais et tout, ça a été comme ça. Tu vois, tu frappes fort, je frappe fort. Enfin, moi, du moins, c'est comme ça. Ouais, mais non, frère, il y en a, ils sont là, ils ont un cerveau, tu vois, ils disent ouais, tranquille, doucement et tout. Mais je pense que pour ça, moi, j'ai un peu trop d'ego, tu vois, c'est con, hein. Mais moi, tu frappes fort, ben alors là, vas-y, pas de souci. Ouais, je rends l'appareil. Bon, moi, si je te tape fort, tu peux pas me taper plus fort. Parce qu'on se connaît tout ça. Là, la question, c'est si un mec tu connais pas, il vient, il t'allume, gros. Tu peux pas te taper plus fort que moi parce que je tape plus fort que toi. Moi, je les étrangle. Moi, je les étrangle. T'en as étranglé combien, toi? J'en ai combien j'ai de soumission, moi? Non, mais chez les pros, parce que... Ah, chez les pros. Je pense que tourner light tous les jours, c'est pas mal. Comme on fait à l'US Métro, en général, je pense qu'on tourne plutôt, pas light, mais tu vois, avec une intensité à 70% peut-être, 60-70%. Et le mercredi, au match test, et ben là, tu te donnes, surtout si tu prépares un combat et que tu es dans une prépa, voilà, faut y aller, tu mets le casque, tu mets de la vaseline s'il faut, tu fais comme tu veux, tu mets de rembourrer, tu mets les bonnes protections qu'il faut, mais tu y vas, quoi. Mais il y a un autre truc, tu vois, par exemple, moi, comme je disais tout à l'heure avec Azel, c'est genre, on s'entraîne depuis longtemps ensemble. Même si on doit faire des sparring sur les dernières semaines de prépa d'un combat de l'un ou de nous deux, on va pas se tabasser, tu vois. On va respecter le game plan, travailler comme l'adversaire il va travailler ou quoi, mais on va pas se tabasser parce que des fois tu peux pas, le gars, tu t'entraînes avec lui, ça fait des années, tu n'as pas envie de le faire mal, ni le blesser, ni rien, lui vice versa. Donc en fait, ça dépend avec qui tu tournes aussi. Si par contre tu as un mec de l'extérieur, tu connais pas vraiment, mais il a le style de ton adversaire, et que là tu peux appuyer, ça se fait. Moi je vais pas mentir, je l'ai déjà fait. Hein. Tu appuies plus avec lui, parce que c'est le moment où tu peux appuyer plus et te jauger réellement, tu vois. Derrière, lui aussi, il va se jauger, forcément, il va appuyer plus. Mais tu vas pas non plus chercher le KO tête. Si tu peux chercher le KO corps, ok. Tu peux chercher l'étranglement ou genre les positions dures sur le ground and pound et simuler une fin de fight, ok. Mais en soi, c'est pas chercher le KO à la tête et tout, c'est mesuré, tu vois. Ce qui est bien, c'est qu'on est quand même bien cadré avec Johnny, parce que Johnny, il regarde les sparring, et quand ça part trop fort ou quoi, il nous dit comme, enfin, il rappelle à l'ordre, tu vois. Donc ça veut dire qu'on est encadré, on n'est pas laissé comme ça. Donc ça, c'est important pour les blessures et tout. C'est pas pour décrédibiliser d'autres coachs, mais vous parliez de Johnny. Comparativement, je pense que vous avez tous tourné aussi dans d'autres clubs. C'est quoi là? Parce que tout le monde parle aussi du fight IQ qu'il a et l'approche qu'il a. Elle est vraiment différente de la plupart de ses collègues. Enfin, je parle pas de l'US Métro, mais en général, des coachs de MMA, il y a vraiment une différence dans l'apprentissage avec Johnny Fraché que sans. Je sais pas, parce que tout le monde en parle. Donc, Mais Johnny, c'est un mec qui est constamment, il cherche à évoluer, tu vois. Il suit le MMA, il vit le MMA, il analyse les fights, il arrive avec de nouvelles méthodes. Il avait fait quoi, les championnats amateurs avec l'équipe de France. Il arrivait, il dit écoute, les Kazakhs, ils ont fait que ça, ils bossent de telle manière, on va essayer de s'inspirer pour améliorer notre lutte en chaîne là-dessus. Derrière, en fait, il cherche tout le temps et constamment à évoluer la manière dont il va nous apprendre le MMA et la manière dont le MMA évolue, parce que le MMA, il évolue tout le temps. Donc il se remet beaucoup en question. Voilà. Et en plus de ça, tu vois, on s'entend bien avec lui, parce que en fait, on est aussi, on va dire, connecté avec Johnny, parce que c'est un ancien combattant, forcément, il nous comprend.
C'est un gars qui a fait Ouais, ça une joue grosse beaucoup, moi, carrière, je pense. Ouais. Ça joue beaucoup. qui sait comment un combattant il réfléchit, tu vois. Moi, ce que je trouve aussi, parce que j'ai fait quelques autres salles aussi, sans dénigrer les autres, j'ai appris aussi beaucoup ailleurs. Moi, Johnny, ça fait moins de temps que les autres que je le connais et que je suis ici. Ça va faire 3 mois. Mais il se remet aussi en question. Ça veut dire qu'il ne dit pas tu fais ça, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il va te donner sa façon de penser, qui est souvent très bonne, enfin souvent juste parce qu'il a l'expérience. Mais il est pas. Enfin, après, c'est à toi de t'adapter, à toi de faire comme tu vois, d'arrondir les angles. Chacun arrondit comme on veut. Lui, il donne l'idée de base, et toi, après, tu t'ajustes à ta manière. Il te donne le brut, et toi Ouais, il donne le tu. brut, c'est ça, ouais. Par exemple, il nous donne le brut thématique, je sais pas, de lutte amené au sol. Et il nous fait bosser un truc, un thème précis. Et derrière, il nous laisse libre à nous d'ajuster des trucs en fonction de notre jeu, tu vois. Donc c'est pas, tu vois, il te montre des choses, il te laisse ajuster en fonction. Si tu as besoin de conseils, si tu lui dis moi ça fonctionne pas comme ça pour moi, il va essayer de voir ce qui peut être le mieux pour toi parce que forcément, comme il a dit Hugo, il a aussi cette aptitude à comprendre et à ajuster et à réajuster correctement pour toi, tu vois. Surtout que maintenant, le MMA, c'est devenu beaucoup. C'est très technique dans le sens où avant, tu venais avec ton background, ça veut dire de pied-point, de judo, de lutteur, de sol, peu importe, et tu pouvais, je pense, faire une grosse carrière si tu étais très fort dans ton domaine. Maintenant, tu peux toujours, il y a toujours des exceptions, mais comme on parlait de Doumbé tout à l'heure, je pense je ne le connais pas personnellement, mais je pense qu'il bosse à fond sa lutte et son sol, c'est ce qu'on entend de toute façon. Parce que s'il ne fait pas ça, même s'il a son KO, power et tout ce qu'on veut, il ne pourra pas aller loin dans le sens, à un moment donné, il va se faire stopper. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment maintenant bosser tout. Voilà, il faut être le plus complet possible, je pense. Ouais, mais finalement, le MMA, c'est pas que la lutte, le sol et le striking. Ouais. Et c'est la lutte pour comment dire, amener au sol, défense de lutte, boxer pour aller lutter, boxer pour garder la distance. Et il y a trop de paramètres, c'est des disciplines qui sont différentes. Même le physique, tu vas lutter pendant 1 minute, 2 minutes, ça va être dur, surtout quand tu es musculeux, tu vas ressortir de ça, tu n'as pas réussi à... Tu reboxes, tes bras ils sont lourds, tes épaules, enfin voilà, c'est tout un truc que tu n'as pas l'habitude. Toi, Ça m'arrive pas, ça. Ah, parce que tu sais pas encore bien lutter, c'est pour ça. Non, je mets KO avant. Ah oui, c'est vrai. Non, En parlant de gros cauteurs et du Glory, y a un vrai ancien champion du Glory qui combat pour une ceinture ce week-end. C'est Alex Pereira. Il va affronter Jiri Prohaska qui rentre de blessure. Est-ce que déjà ça regarde l'UFC ici? Moi, je suis pas fan de sport, genre. Qui met son réveil. Ah, jamais, j'ai jamais fait ça, jamais. Le seul combat que où je me suis levé dans la nuit, c'était Mayweather contre Conor à l'époque. Ah ouais. C'est le seul. Et même, j'ai jamais regardé un UFC. Le dernier UFC que j'ai regardé, c'était avec toi, c'était l'UFC Paris. Et parce que c'est l'UFC Paris et parce que j'étais avec lui, sinon je l'aurais même pas regardé. Parce que c'était à l'heure. Et parce que c'était à l'heure aussi. Et parce que c'était gratuit. Déjà, avant d'en venir sur le français qui est sur la carte, déçu que Jones combatte pas contre Stipe ou c'était attendu? Et est-ce que vous pensez que c'est vraiment le début de la fin? Moi, je pense même que ce combat, on le verra plus. Ouais, moi aussi, je pense qu'on le verra pas. Ouais, on parle de Jones et Stipe. Mais non, mais Miocic, il attendait Jones et là, Jones, il en a pour un petit moment. Non, je crois. 8 mois minimum. Moi, je suis plus hypé par le combat qui est proposé derrière, par Aspinal Pavlovich que par. Voilà. Pour le combat pur, je suis plus hypé par Aspinal Pavlovich, mais par contre, pour l'histoire et tout, j'aurais aimé voir Jones. Mais sur la carte, sur le papier, voir ce combat, ça m'aille plus parce que c'est deux prospects. C'est pour ça que Aspinal, il peut connecter, il peut soumettre, il peut lutter au sol et contrôler. Pavlovich, il peut connecter, mais s'il ne connecte pas, c'est là où ça peut être plus compliqué pour lui. Et toi, Ro? Moi, Pavlovich aussi. Pavlovich, Je sais que toi, t'arrêtes pas de dire Aspinal, mais. Il y en a combien sur Pavlovich? Il y a le gagnant qui 4. Ouais. Bon, moi j'ai dit Aspinal, je peux pas changer, je sors d'une émission où je viens de dire Aspinal pendant 20 minutes, si maintenant je dis Pavlovich, c'est... Non, mais ils disent Pavlovich parce qu'il est impressionnant, parce qu'il met des gros KO, mais Aspinal aussi il met des gros KO. Bah c'est ça, et je pense qu'il est juste plus complet, je sais pas, je le vois avoir un meilleur game plan. Et plus mobile. Et plus la mobile, meilleure la salle. meilleure fight IQ aussi. Mais c'est comme à un moment. Je voyais Gann Pavlovich, tout le monde dit que Gann gagne tranquillement, il reste à distance. Attention, hein. Pas tranquille, je pense pas. Tranquillement, non, mais s'il l'attrape pas, s'il arrive pas à le connecter et que Cyril reste mobile, il gagne. Sur la stratégie, même sur la stratégie. Par exemple, ils auraient mis Pavlovich là, à l'UFC Paris à Gann, ça aurait été bizarre.
Ça aurait été bizarre. Comme combat de retour. Ah oui, ça aurait été beaucoup plus Quand beaucoup on plus dangereux. voit Tai Tuivasa là, ce qu'il fait contre Cyril, il arrive à le knockdown. Et on voit ce que Pavlovich fait à Tuivasa en 39 secondes. Ouais, il avait vraiment la gueule cassée après. Hein. Après, tu regardes Gane contre Ngannou, les deux premiers rounds. Il arrive à faire son travail Gane, en striking. Même il se fait un peu toucher tout, il se prend pas des. Alors que c'est Ngannou, tu vois. Plein de gens qui pensent même que la décision elle aurait pu aller dans l'autre sens. Ouais, moi perso, je vois Ngannou. Mais ce que je veux dire, c'est que Ngannou, il l'a pas eu grâce à son KO power, tu vois. Il l'a eu grâce à la lutte, grâce à un enchaînement de situations qui a fait que il se retrouve au sol et voilà. Francis est plus complet que Pavlovich, tu penses? Je sais pas, mais en tout cas, je sais pas, on peut pas me contredire sur le fait que Ngannou il frappe au moins aussi fort que Pavlovich. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que Cyril il a fait les 5x5 avec Ngannou. Très bon argument. Voilà. Non, c'est vrai. Très bon argument. Je suis à deux doigts de changer d'avis. Oui, bien sûr. Après, t'as des styles qui entrent en jeu et tout, frère, c'est pas pareil. T'as des mecs, tu vois, lui il tape lui, mais lui il tape Bien lui, sûr, et je suis t'as pas d'accord, plein de moi. trucs comme ça, souvent. Ouais, on verra de toute façon. Par contre, si Pavlovich il prend. Aspinal, je pense qu'il est encore plus jeune, mais Pavlovich là il prend une défaite. Est-ce que c'est genre la fin du hype train ou il a encore un truc à faire dans cette caté? Ah, ça dépend, il perd comment s'il perd. Tu vois, s'il prend gros KO, peut-être que là, la hype elle descend, mais s'il perd à la décision, il n'y a pas de hype qui descend. Vous préférez quoi entre ce co-main event et le main event? C'est quoi ce qui vous hype le plus? Donc, C'est Pereira Prochaska. Ah, moi, c'est Yeri contre l'autre. Ouais. Ah, moi j'ai eu de la chance de le rencontrer cet été là au Bang Tao. Il est grave cool. C'est un personnage. Ouais. et en mettant l'affect de côté, t'as un pronostic? Moi, pour moi, c'est Yeri. Ouais. Non, moi, j'ai pu m'entraîner avec lui. T'as tourné avec lui? Ouais, j'ai pu tourner avec lui. Mec, il est. C'est impressionnant. Ouais. Il est. Ça part dans tous les sens. Et c'est pas trop ouvert. Bah après, justement, tu vois, on a vu même Francis qui avait dit que. Tyson Fury qui avait dit qu'il avait du mal avec Francis parce qu'il avait un style qui était pas orthodoxe. C'est un peu pareil du côté de Prohaska. Est-ce que ça peut pas poser des problèmes à Pereira? Parce que moi, de base, je me suis dit, même s'il est complètement fou, il est trop ouvert et il va se faire cueillir avec le crochet du gauche, tu vois. Après c'est le risque aussi. Hein. Après, c'est le risque aussi. En vrai de vrai, c'est le risque aussi. Mais je pense qu'il peut vraiment le surprendre. Je pense. Ouais, Inventer un spinning salto arrière du coude. Il a des trucs. À un moment, j'ai eu de la chance, je pense. J'ai réussi à le toucher. J'ai vu sa tête qui a changé. Et en fait, tu veux, il était debout comme ça et il a commencé à se baisser comme ça. Je me suis dit, mais il se fout de ma gueule ou quoi? Et je me suis dit, vas-y, je vais lui rentrer dedans, tu vois. Et là, d'un coup, j'arrive là, il fait BAM! Il m'envoie un front kick plein thorax. Ah ouais, je me suis dit, ah ouais. Ah mais en fait, c'est ça, c'est le côté imprévisible qui peut jouer. Mais sur le papier, on est d'accord que c'est Pereira qui est favori. Moi je vois Pereira, il va mieux le boxer. Dans chaque trou, il va y aller. Ouais, Ouais, je pense. carrément. Mais de toute façon, je dirais, c'est soit il se fait knock, soit il knock les gens. Après, Jiri peut lui faire un combat de chien, parce que Hugo me disait dans l'oreille que c'était un peu le Ferguson des 93 du coup. Avec des coups Jiri, aléatoires, ouais. il peut lui faire un En combat fait, de il envoie des clébard. coups tellement pas où t'as l'habitude de Ouais, voir. c'est pas que tu orthodoxe dis, du tout. C'est déstabilisant quand. Et pour un mec qui boxe aussi, très bonne école, on sait comment il boxe et tout, je pense que ça peut un peu le perturber. Mais bon, après, lui, il a tellement un mental de. Pareil, ça va être- Ah man, lui, il crève là. Il s'en bat les couilles, mon pote. Hein. Il se fait harakiri au calme. Moi, j'ai une question avec toi. T'as crié au bord de la rivière avec lui? Hein? Ça, c'est marrant. Au bord de la rivière. En fait, le Boug, il arrive juste avant l'entraînement, que ce soit lutte, kickboxing, ce que tu veux. Il va faire sa force avant. Donc, il fait sa force. Avant de faire sa force, il se pose genre 10 minutes contre le mur, il est comme ça. En kimono? Non, ouais, il fait de la fonte, ouais, il fait de la fonte. Après, il va s'entraîner et le mec est stoïque. Il parle pas avec toi. La seule fois où j'ai parlé avec lui, c'était à l'extérieur du camp et tout. Quand on était allé boire un verre ou quoi, tranquille. Mais sinon, C'est une bonne opposition, je trouve, tu vois, c'est deux bons profils Ah ouais, normalement. Seul problème, c'est que c'est des gars qui parlent pas trop, donc pour vendre le fight, c'est compliqué, tu vois. T'as deux gars qui se regardent et qui font rien, tu vois. Mais je pense que ça va quand même vendre, parce que les UFC et tout, ils vont faire le taf. Parce que les deux, justement, c'est ça, ils vont jouer sur ça et ça va faire. On dirait les combats de mecs lobotomisés, tu sais, un peu. Non, mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire? Genre deux mecs, des fous furieux, ils parlent pas, ils se regardent, tu sais qu'ils vont se crever, et les mecs, ils sont fous, tu vois. Je trouve que c'est encore plus excitant. Les mecs, ils se clashent même pas, les deux. Et c'est deux psychopathes, les mecs. Tu vas les mettre dans la cage, tu fermes. Ouais, voilà, c'est ça. Allez, meurtre. Voilà, vas-y. Et tu les laisses faire. Et ça va En faire, parlant de guerrier, c'est plus le combat d'ouverture, ça passe en deuxième combat. Benoît Saint-Denis contre Matt Frévola. Moi, c'est un des combats que j'attends le plus, forcément, tu vois.
Qu'est-ce que vous attendez? Je pense déjà c'est plus dur que prévu, c'est une grosse guerre, mais un avis, un petit tour de table sur ce fight. Je le vois bien gagner. Ouais, pareil. Ouais, idem. Moi, je le vois gagner, je le vois même peut-être le finir au deuxième. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, il rentre dans le combat directement, en direct. Et s'il nous fait les mêmes phases qu'il nous a fait contre Bofim et contre Moses, il va gagner. Tu veux savoir pourquoi je pense qu'il va gagner? Parce que Frévola, il s'est fait éteindre par Makiné en 7 secondes. Et c'est parce que l'autre, il est rentré directement dans le fight, il a connecté. Imagine, pour moi, Benoît Saint-Denis, quand il rentre dans le fight, il dit « let's go ». C'est parti, il t'envoie des middle déjà de ouf. Et après, il vient cogner fort. Il avance sur toi comme un robot. Pour moi, il y a 2 options et je suis d'accord avec la première. C'est que vraiment, s'il n'arrive pas à rentrer Frévola et que Benoît rentre comme sur Moïse ou sur Bonnefine, il peut justement montrer au monde entier qu'on a un contender en puissance. Si on est sur une approche qui est plus game plan, je le vois bien essayer de pourrir le combat, bien le fatiguer en cage control, un peu à la Colby, le faire descendre, mais pas travailler au sol parce qu'il vient de la DCC aussi. Je crois que c'est un énorme Jiu-Jitsuka Frévola. Et il a quand même du feu dans les poings. Du coup, je le vois bien, en fait, à l'image de ce que Marie Sardi, Michael l'a dit avant. Le pourrir le combat, cage control, ascenseur et terminer en TKO deuxième round, fin de deuxième, tu vois. Fin de deuxième, début de troisième, s'il y a un game plan qui est plus, tu vois. Moi, j'ai peur juste d'un seul truc. Dis-moi. C'est la mi-distance. Ouais, qu'il fasse crochet. T'as vu Frévola, il a sur la mi-distance, crochet, il est fort. Comme sur Moïse de temps en temps. Oui, oui. Ouais. Moi, c'est juste ça qui me fait peur. Sinon, je le vois au-dessus. On l'a vu avec l'instructeur, le responsable de l'équipe de France olympique de Mariano. boxe, qu'il a travaillé justement ses défenses, justement en dirty, en boxe anglaise. Il est descendu dans le sud pour ça, justement, faire sa prépa. Bon, écoute, regarde-moi dans les yeux, toi. Et Mika vient de comprendre. Écoutez, Non, je pense que ça va se régler derrière. si pas s'il va aller faire la vraiment, manie. moi je ne parierai plus jamais contre Benoît. Parce que en termes de statistiques, même s'il part outsider, pour moi il est toujours favori. Parce que du moment où il arrive à imposer son style de jeu, même si à la base c'est le gars le moins technique ou que tu as moins de bagages ou que ce soit autre, en fait il les fait craquer parce qu'il avance, c'est un rouleau compresseur. T'as tourné avec lui, tu l'as aidé à préparer un de ses camps, non? Alors j'ai pas tourné avec lui, mais j'ai participé à un des camps quand on a son premier UFC Paris, où c'est justement mes entraîneurs qui étaient ses sparring partners. Mais non, quand je vois la mentale, le fait qu'il soit super bien encadré par, il y a Daniel Warien, il y a Chris Avocat au sol, il y a Maxime François en lutte. Et puis là, du coup, il y avait le responsable du pôle olympique en boxe anglaise. Non, en vrai, je pense que Benoît, il va gagner avant la limite. Et je pense qu'il va à peu près faire le même jeu qu'il a fait contre Moses, en étant un peu plus propre sur ses phases d'anglaise. Ouais, je suis d'accord. Moi, je le vois l'amener au sol, moi. Ouais. Je le vois l'amener au sol, il fait un peu de bagarre contre la cage, double leg. Et je pense que même au sol, il peut le finir, même si Frévola, il a un gros jiu-jitsu. Après, ce que j'ai dit, c'est vrai, c'est que Moïse, techniquement, il a un meilleur sol Ouais, c'est ça. que l'avait Frévola. C'est juste que quand même, tu sais, je regarde toujours le background. Et le mec, il a ses compétitions en JJB, même si là, il est sur 3 KO d'affilée, le Frévola. Il a un gros sol. En vrai, s'il y a moyen d'éviter, évitons, tu vois. Mais sinon, oui. Parce que même Bonfim, il avait un bon sol, il me semble. Et tu vois, quand tu vois ce qui s'est passé. Après, il l'avait bien allumé au début, mais ce que je veux dire, moi, je vois bien que ça se finisse comme ça, tu vois. Ouais, il a arraché. Il a cassé le bras en 3 minutes. Mais ça va être en tout cas un beau combat et je pense qu'on va tous suivre. Honnêtement, on va passer à l'étape supérieure sans parler de nom. Est-ce qu'on a un contender en lightweight? Ou est-ce qu'on est encore trop franco-français à vouloir le voir contender? Mais vous qui êtes des combattants, pensez vraiment qu'il a le potentiel pour aller au bout dans cette catégorie? Oui, peut-être pas, enfin, je veux dire, peut-être pas champion demain parce qu'il y a Ouais, c'est quand même la plus grosse caté, il y a des gros noms. Mais je pense qu'il peut continuer à avancer comme ça en prenant des places à chaque combat. Et tu vois, après, si on lui souhaite de gagner là, après prendre même un Fiziev ou un Gamrot, ça va être des fights très durs parce que voilà, mais moi je le vois pas forcément perdant sur un combat comme ça de base, tu vois. Moi, sur un Gamrot, je trouve que ça serait une très bonne chose après pour lui, dans le sens où les personnages que je vois compliqués pour son style, c'est des Poirier, des Gaethje, qui vont à la guerre et qui ont l'habitude. Fiziev aussi, c'est compliqué. Mais des profils comme Gamrot, Tsakoukarian ou Dariush, c'est pour moi des profils prenables pour Benoît. Pourtant, ça fait partie du top niveau, mais il y a des profils. C'est Koukan. C'est un manga. C'est vrai, je sais pas. Exactement, et c'est là où il est plus dangereux parce qu'il arrive à être dur dans son striking, mais en restant intelligent. Et
on le voit sur ses derniers combats de toute façon. Ou même prendre le gagnant de là, non, le 2 décembre, je crois qu'il y a. Sarukian Dariush. Non, Il a dit Sako Karian. tu vois, le gagnant, parce qu'ils sont devant Benoît, il me semble. Ouais, qui va gagner en soulevé, il va monter devant Benoît. C'est qui va gagner en Ça soulevé. va être cool, surtout que pour vous dire, en plus, il y a pas mal de gens de son. Toi, tu sais de quoi on parle. Mais en gros, la plupart des gens de sa team voient Hooker comme un combat facile, en fait. C'est un gros nom. Oui, ouais. Ça pourrait être beau de l'accrocher au tableau de chasse, genre. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Du coup, en masculin, la première vraie chance de ceinture qu'on a, est-ce qu'on reste sur le côté Cyril ou c'est plus Benoît à l'heure actuelle où on parle avec ce qui se passe avec la catégorie poids lourd et tout? Ou Manon. Ça va mettre du temps, Benoît. Hein? Benoît, Ou ça Manon. va mettre du temps. J'ai dit masculin. Parce que pour moi, Manon est au-dessus des deux au niveau timing, mais en mettant ça. Ouais, je pense Cyril, parce que là, il va y avoir du temps, ça va encore bouger chez les 70 et tout. Je pense que ça va être une galère. Enfin, c'est possible, mais ça va être long. C'est que le management à 70, c'est le leader, c'est Ali Abdelaziz. Et tu vois, là, Gadje, il a réagi au fait qu'ils ont annoncé Islam vs Oliveira. Ouais, il a démenti direct. C'est Ali Abdelaziz, il a dit en gros fake news, en gros, c'est Gadji le prochain, je sais pas. Donc on verra, tu vois. On sait qu'il a beaucoup de mecs chez les 70. Il veut absolument cette ceinture. Et là, en plus, Benoît, il est jeune. Vu qu'il a, je pense, je sais pas, peut-être qu'il connaît pas assez, mais vu qu'il a beaucoup enchaîné les combats et tout, peut-être ce serait cool qu'il prenne une petite pause, mais pas pause, je me la touche, tu vois. Mais pause, je charbonne comme un ouf et du coup, je reviens et Benoît 2.0. Parce que du coup, il a le temps. Il a quel âge, Benoît? 28 28, ouais. C'est ça. Voilà, c'est abusé. Il est jeune de ouf. J'aimerais bien dire que quand même, ce mec, du coup, est en 3-2. Donc ton palmarès, c'est 3-2. Là, comme ça, on se dit, bon, c'est lambda un peu tout ça, tu vois. Mais ce mec, c'est quand même quelque chose. Genre, il faut le dire, c'est un des mecs les plus forts avec lequel j'ai tourné. J'ai tourné avec des mecs très chauds. Et je suis moi-même, donc je peux vous dire, tu vois. J'ai quand même une... je sais ce que c'est un mec chaud, quoi. Et il est très, très chaud. Donc, je pense que la ceinture à l'hexagone et tout, c'est un truc que je le vois vraiment prendre... moi, je vais le dire facilement, voilà, c'est une étape, c'est juste une étape, c'est un truc à faire et ça va se faire. Bien sûr, t'as le Voilà. niveau, t'as le niveau. Ah oui, large, t'as le niveau vraiment. pro Genre, de c'est ta abusé. catégorie des plus hautes Bon, arrêtez de me organisations. saucer, revenons au sujet. Non, mais il faut le dire, il faut le dire. Faut que tu le dises, tu commences à coller. Écoutez, les gars, regardez-moi bien. Ah non, mais c'est vrai. Je suis un mec très fort à 66. Vous me connaissez pas encore tous, mais eux me connaissent. Et imaginez ce que ça veut dire. Voilà. Parce que si moi je te connais, mec, oula. Non, mais après, c'est vrai, on tourne avec des mecs à la salle et tout, que du coup, quand on arrive en combat, enfin, moi, du coup, je me dis souvent ça. Les premières fois, quand j'avais tourné avec Morgan, j'avais fait un match test avec lui, ça remonte de plus d'un an. Et depuis ce match test, bon, du coup, chance pour moi, j'ai plus perdu. Mais du coup, à chaque fois, je me disais ça, tu vois. Et je vais perdre contre lui. Alors, je tourne avec un mec comme ça, c'est mort. Du coup, ça donne ce petit truc, même si, du coup, moi, je perds encore des rounds et tout, je le dis, tu vois. Mais je suis content de perdre ces rounds, je sais que j'évolue. Et je tourne avec le top France à mon poids, donc ça me régale. Et du coup, Nas, c'est pareil, il fait des plus beaux rounds que moi avec eux, du coup, en 66. Donc, ça va être très sale, je pense. Ok, bah merci les gars. On se retrouve, je pense, là, on va devoir libérer les lieux. On va se retrouver. Bah, si on peut, on se retrouve la semaine prochaine. Ça va être en fonction des emplois du temps de tout le monde. Mais c'était cool. Et j'espère qu'on aura un nom à ce podcast la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à NoSense TV et à tous ceux qui étaient autour de cette table ou de ce tabouret, je sais plus. Je vais mettre tous les Insta dans la vidéo. C'est brave. Non, mais je Lui, t'assure. il a aussi un OnlyFans, ceux qui veulent. Il faut pas le dire comme ça, mais vous pouvez cliquer.